Ah oui, ça va, c'est parti, hein, vous pouvez vérifier. Le son est bon. Toi la bête, classe à fête, trop la guerre, à toi mon bébé, à toi ma future femme, il y aura des trucs à respecter, si tu veux qu'on y aille, jusqu'à mon respect, pas ma soirée, tu vois dans ton sourire, je t'ai rappelé jamais sourire, c'est quand tu me dis que c'est bon, c'est parfait comme ça. Là c'est bon, hein, on va partager. On peut partager, C'est parfait. voilà, donc bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt, Oui. voilà. On va faire bonsoir à tout le monde. Mais Khalifa, il va le genre de musique là. Hein? Didier. Voilà. Il est en train de mettre du bon son là. Ah, bah, Didier, c'est un mélomane. Ouais. Hein? C'est un grand mélomane, c'est super. Voilà. Bien. Voilà, je crois que bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est Madar qui est le patron là. Ah non, non. Si, on va te On suivre. est derrière vous, hein. Ah, mais on va te suivre, on est ensemble, voilà. Voilà, donc tu peux souhaiter la bienvenue et puis On démarre, ok. Merci et bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Atlantic FM et de Marketing TV Monde. Donc c'est avec un grand plaisir quand même qu'on vous retrouve quand même sur ce plateau avec le doyen Moustapha Khan et notre frère Khalifa Diaby. Donc sur ce, nous allons ce soir traiter un sujet assez intéressant qui portera en fait sur le management de la force de vente. Donc tout au long de l'émission, donc si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les mettre en commentaire, nous allons les lire ou éventuellement essayer d'appeler sur le numéro de téléphone en fait qui suit, c'est-à-dire le 77, excusez-moi 2 secondes, 170 41 77. 77 170 41 77. Et nous remercions aussi le professeur Light Bamba Sek et toute l'équipe de Marketing TV Monde ainsi que l'administration de Atlantic FM. Ok. Donc le numéro, je le rappelle, c'est le 77 170 41 77. Ok, 77 170 41 77. C'est parfait. Je pense qu'on est bon là. Ok, c'est parfait. Ok, donc peut-être nous allons laisser la parole au doyen. D'accord, donc bonsoir à nos amis fidèles qui nous regardent sur Marketing TV Monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de Atlantic FM. Voilà. Je voudrais donc vous souhaiter une très très belle soirée. C'est vrai que je suis l'homme du mardi là. Mais les jeunes là m'ont fait déménager le samedi. Voilà, donc, mais bon, ça vaut le coup de parler de ce thème qui est un thème extrêmement important et intéressant. Voilà. Je dois dire à nos spectateurs que c'est la première fois que je vois Matar Amassi et Khalifa Diaby. C'est la première fois qu'on se voit physiquement. Effectivement, voilà. Donc ça fait 1 an ou presque 1 an et demi qu'on collabore ensemble sans s'être jamais rencontrés. Et c'est un bonheur pour moi de les rencontrer ce soir. C'est des beaux garçons, c'est une belle relève et je suis très très fier qu'on ait des gens de cette qualité. Voilà. Merci bien, doyen. Bon, comme il l'a si bien dit, hein, c'est la magie du net, c'est la magie du web pendant plus d'1 an et demi. Donc là, peut-être c'est l'occasion même, je ne dirais pas, c'est à travers quand même ces périodes de confinement et de Covid vraiment qu'on a su vraiment tisser ces relations exceptionnelles. Hein. Pendant presque 1 an et demi, tout le temps, on s'entend, on a pu garder le contact. Et maintenant, aujourd'hui, ce soir même, ce sont les retrouvailles. Ok, Khalifa Diaby. De belles retrouvailles, si je peux le dire.
Oui, parce que pour ce qui concerne le grand Moustapha Kane, oui. ça doit faire plus de 14 ans. Je me rappelle, c'est court, vraiment stimulant. Oui, voilà, donc il nous fascinait de par surtout ses riches cours, et également le contenu de sa formation, surtout la qualité de communication dont notamment il faisait montre. Donc nous ne sommes que honorés aujourd'hui d'être là, devant lui, notamment pour partager ce plateau avec mon frère bien entendu, Matar, le maestro Matar Amassignan, notamment pour parler d'un thème, comme il l'a si bien dit, tellement important et qui porte sur la gestion notamment des équipes commerciales. C'est un plaisir, je vous salue à tous, aussi les téléspectateurs, si on peut dire ainsi, donc le Marketing TV Monde, mais également les fidèles auditeurs de la radio Atlantique FM. Sachez que c'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui et de partager ce plateau. Ok, merci encore. C'était le moment de présentation. Et là, nous allons directement entamer le sujet, le débat concernant le management de la force de vente. Et peut-être on va donner la parole au doyen Mouchaba qui va peut-être plus ou moins essayer de venir un peu sur peut-être l'élément de base, la définition, ou bien à quoi cela consiste aujourd'hui quand on parle de management de force de vente. Oui, c'est un aspect très important. Il s'agit de comment gérer l'équipe commerciale. Parce que la force de vente, quand on parle de force, on fait référence aux ressources humaines. Donc quand on dit force de vente, c'est l'ensemble des personnes qui en réalité sont chargées de vendre ou de faire vendre les produits ou services de l'entreprise à la clientèle actuelle et potentielle. Et notamment, le travail commercial est un travail extrêmement particulier. Je me rappelle, il y a plusieurs années encore, ça fait vraiment plus de 10 ans, 15 ans peut-être, à l'IAM, j'avais fait un bon débat avec Fodé Sarko, qui était un expert en management de la qualité. Et il me disait, mais vous là, tous les problèmes de qualité se trouvent au niveau du marketing, quoi. Je lui ai fait, oui, ça s'explique parce que nous sommes le point d'entrée. Effectivement. Quand les clients se plaignent, ils viennent au commercial. Ils ne vont pas se plaindre aux techniques. Mais c'est après, quand on analyse, qu'on voit que la source n'est jamais commerciale. Souvent, elle vient de la compta, de la technique, ailleurs, etc. L'équipe commerciale, c'est les gens qui généralement sont abandonnés à leur sort, qui doivent travailler eux-mêmes. Directement, généralement sans supervision directe, c'est rare qu'il y ait une supervision directe. Donc les facteurs psychologiques et tout sont très importants. Il y a aussi que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend des représentants commerciaux uniquement d'ailleurs. Donc c'est des gens sur lesquels il y a une pression énorme et il faut qu'on se batte pour que le travail soit bien organisé, qu'ils soient motivés, qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, etc. C'est pourquoi le management de la force de vente est quelque chose de très particulier par rapport aux autres ressources. D'autant plus que en industrie généralement, en dehors de, même dans les autres entreprises, généralement c'est l'équipe commerciale qui a le plus de personnel, généralement. Dans certains cas maintenant, peut-être que la direction technique peut avoir plus de personnel, mais généralement c'est la direction commerciale qui a le plus gros, la plus grosse troupe. Voilà. Donc le management de la force de vente est un thème extrêmement important. Merci bien, doyen, pour vraiment ces points assez explicites. Comme le doyen l'a si bien dit, effectivement, donc aujourd'hui, si nous prenons l'exemple dans beaucoup d'entreprises, le marketing a bon dos, le commercial a bon dos. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui sont abandonnés souvent à eux-mêmes, parce que tout ce qui est par exemple objectif commercial et tout à atteindre, ça dépend plus ou moins de l'équipe commerciale. Et maintenant, tout à l'heure, le doyen a parlé d'un aspect essentiel, c'est-à-dire le personnel. Et quand on parle de personnel, c'est le choix des hommes. Et peut-être là, nous allons donner la parole à M. Djabi Khalifa concernant le choix des hommes qui porte vraiment sur le recrutement aujourd'hui de l'équipe commerciale. Comment ce choix doit pouvoir s'obtenir en fait? Je vous remercie d'abord pour cette bien question. Et le doyen l'a si bien dit et, que le management de la force de vente aujourd'hui est une opération très délicate, si on peut le dire. Parce que cela englobe en réalité un ensemble de qualités, notamment que doit disposer surtout le manager. Parce que en réalité, on retrouve deux concepts clés, notamment dans cette notion. D'abord, le concept de management, ensuite le concept de force de vente. Et lorsqu'on parle de managers commerciaux, cela fait référence tout simplement d'abord à la notion de leadership. Leadership, pourquoi? Parce que le dirigeant, en réalité, le manager,
doit être doté notamment d'un ensemble de qualités essentielles pour pouvoir guider et conduire son équipe commerciale. Donc, et cet ensemble de qualités lui permettrait notamment d'abord de pouvoir choisir les meilleurs profils. Choisir les meilleurs profils consiste tout simplement à choisir les meilleures compétences. Les meilleures compétences permettant tout simplement d'atteindre l'ensemble des objectifs commerciaux qui sont définis par la direction générale et particulièrement par la direction commerciale. Et ce recrutement doit être fait notamment étape par étape. Donc on doit d'abord procéder notamment à la recherche des meilleures compétences, des meilleurs profils, notamment sur le marché. On peut utiliser l'ensemble de techniques que nous avons détaillées tout à l'heure, qui permettraient notamment d'aller à la recherche notamment de ces meilleurs profils afin de pouvoir notamment concourir à atteindre les objectifs commerciaux. Donc le recrutement est une étape indispensable, notamment pour le bon fonctionnement de toute l'activité commerciale de l'entreprise. Parce que l'équipe commerciale, en réalité, c'est elle qui permet à l'entreprise de pouvoir réaliser ses objectifs de vente, également ses objectifs de chiffre d'affaires. Donc, vu dans cette perspective, on ne doit pas prendre le recrutement à la légère. On doit accorder beaucoup d'attention. On doit, disons, se consacrer davantage sur l'ensemble des outils à la disposition du manager, permettant tout simplement de pouvoir coopter sur le marché les meilleurs profils ou encore les meilleures compétences. Donc je pense que le recrutement est un aspect déterminant, notamment du management de la force de vente. Après, bien entendu, peut-être tout ce qui est gestion, après, organisation de l'activité, détermination de la taille, comme l'organisation des secteurs. Voilà, parce que le manager aussi, je voudrais préciser cela, c'est quelqu'un en réalité qui doit atteindre ou remplir des missions spécifiques. Et parmi ces missions, la première c'est savoir gérer l'équipe commerciale. Gérer l'équipe commerciale consiste simplement, comme vous l'avez dit, à recruter, comme vous l'avez dit, à former, comme vous l'avez dit, à aussi mettre en place un meilleur système permettant de piloter l'activité commerciale, notamment des vendeurs. C'est ça. On parle également de missions qui concernent surtout la mise en place notamment des techniques de stimulation permettant de motiver, permettant de mettre en confiance les vendeurs afin qu'ils puissent notamment s'imprégner des valeurs de l'entreprise et disons se décarcasser entre guillemets pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est ça. Voilà, donc je pense que le recrutement est une étape importante dans le management notamment des équipes commerciales. Merci encore Djabé Khalifa pour cette pertinente intervention. Et peut-être là, si nous essayons de revenir sur un contexte sénégalais voire africain, aujourd'hui on se rend compte que quand on parle de recrutement de la force de vente, en fait, chacun peut s'y mettre en fait. Chacun peut s'y mettre et aujourd'hui on n'a plus de profil type de vendeur. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, en fait, les anciens, les McMurray, ils avaient parlé en fait du profil du vendeur, c'est-à-dire le profil de porteur robot. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un métier qui est qui peut être plus ou moins exercé par n'importe qui. Donc, ce qui fait que souvent, on a quelques soucis par rapport à l'atteinte des objectifs commerciaux. Peut-être doyen par rapport au vécu et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu sur ce point, sur le choix vraiment de l'équipe commerciale? Oui. Si vous me le permettez, je vais faire un petit retour en arrière. Oui. On va en reparler tout à l'heure de ce point-là. C'est le problème de l'organisation même de l'activité commerciale dans les entreprises. On a parlé de recrutement, d'organisation. Et tu as bien fait de parler tout à l'heure de leadership et on parle de management, donc de planifier, d'organiser, etc. Et en amont de la planification, il y a des objectifs. Je veux qu'on en discute, mais tout à l'heure. La définition des objectifs, l'organisation de l'activité commerciale, c'est après maintenant peut-être que les recrutements et formations viendront, etc. Le problème de ce qu'on appelle les qualités du représentant commercial ont fait l'objet de beaucoup d'études. Parce que pendant longtemps, on a pensé que le vendeur, c'est un travail que tout le monde peut faire. Il y a 30 ans, 40 ans, quand quelqu'un échouait dans ses études, on lui disait, ben, viens vendre parce que ça ne demande pas de compétences particulières. On a pensé aussi que c'était des gens futiles,
qui en fait n'apportait absolument rien. Il y avait un auteur canadien, j'ai oublié son nom, un dramaturge, qui disait que le vendeur, il ne fait que parler du matin au soir, il faut apporter la bonne nouvelle. Et il disait, il n'est ni ingénieur, ni médecin, etc. Il voulait dire en fait qu'il n'apporte pas comme les autres. Parce que ce n'était pas considéré comme un métier, mais comme une occupation. Depuis les années 80, ça a changé. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en tout cas pour monter déjà les formations en vente. Il y a un négociant qui a émis ces formations. Il y a des formations spécifiques sur les instituts de force de vente, etc. On a travaillé sur la valorisation du nom, qui est parti de vendeur à représentant commercial, technico-commercial, etc. Mais il y a autre chose qui va être très intéressant, c'est que comme vous l'avez dit, on va commencer à étudier pour voir est-ce que pour être vendeur, ça demande des compétences spécifiques. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de portraits robots qui ont été faits, notamment en France, aux États-Unis, etc., en Angleterre, au Canada, beaucoup d'études ont été faites. L'autre aspect, c'est qu'on s'est dit, ces qualités-là, est-ce que c'est des qualités humiliables? Vous les avez ou vous ne les avez pas? Et après, on s'est rendu compte qu'un individu peut s'améliorer pour entrer, comme vous l'avez dit, dans le cadre du portrait robot du représentant commercial. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle aussi le développement personnel, le fait de se dire, voilà ce que je veux faire mon métier et comment est-ce que je vais faire pour y aller. Donc, pour répondre à ça, c'est dire tout simplement que, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Khalifa, le recrutement est très important. Mais en amont du recrutement, il y a tout le processus d'analyse du poste, de description des tâches, description de l'ensemble des environnements, etc., pour en faire ressortir les 3 éléments d'évaluation. C'est-à-dire, pour occuper ce poste-là, quels sont les savoirs, quels sont les savoir-faire et quels sont les savoir-être. Et ça va découler d'une analyse préalable du poste, de l'environnement de travail et des aptitudes nécessaires pour pouvoir y aller. Et ça nous permet après de bien réussir le recrutement. Ok, merci encore. Hein. Donc, pour rappel toujours, le numéro de téléphone, c'est le 77 170 41 77. Et nous tenons aussi à remercier l'ensemble de nos followers et aussi des auditeurs en fait d'Atlantic FM. Donc, sur ce, nous remercions Aboubakar Sader Gaye, l'incontournable Aboubakar Sader, l'homme du digital, ok, Cyril Moussa Konaté, le grand Chersi, on repasse le bonsoir. Ablaïmbo, vraiment, merci encore, hein, le grand Ablaïmbo. Ok, Amoudouci et vraiment tous les autres. Hein. Merci encore, Lai Bamba et Zofoudrane. Ok, merci encore. Okay, donc merci doyen, hein. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, par rapport à ces différents portraits robots qui ont été définis par des études, hein, par de grands penseurs aussi. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous essayons de revenir sur le contexte vraiment local, hein, le contexte local, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de structures qui ont quelques soucis par rapport au management de la force de vente au niveau local, en Afrique, que ce soit en Afrique ou bien que ce soit au Sénégal en fait. Aujourd'hui, quelle est la problématique essentielle dans ce cas de figure? Quel est vraiment le problème majeur dans ce cas de figure? Parce qu'on se rend compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier en fait, n'importe qui peut être appelé à l'exercer et malheureusement les gens ne savent pas que derrière il y a toute une technique qu'il va falloir plus ou moins intégrer. C'est ça. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que le problème est entier. Hein. Voilà, donc on pourrait remonter de manière beaucoup plus loin pour parler surtout, je pense, de la qualité de la formation. Parfois, pour retrouver de bons profils, c'est une gageure. Donc c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, disons, les individus manquent de formation qualifiée notamment. Chaque fois, dans les séminaires de vente, lorsqu'on discute uniquement avec un commercial, on se rend compte que véritablement, ce dernier n'a pratiquement aucune compétence dans le domaine. Donc le problème remonte d'abord de la qualité de la formation obtenue. Parce que le commercial, comme le doyen l'a dit, c'est quelqu'un en réalité qui doit être doté d'un ensemble de qualités. Un ensemble de qualités parce que seule la formation permet en réalité à ces personnes-là de disposer de ces qualités. Comme on le dit, la formation sert en fait à révéler les compétences, mais véritablement, ou à révéler les qualités, mais c'est le terrain qui révèle en réalité les compétences. Donc, vu dans cette perspective, je pense qu'il va falloir peut-être, pour mieux, si je peux le dire, donc choisir là les meilleurs profils,
Donc peut-être remonter jusqu'à notamment les formations obtenues notamment par les commerciaux. Donc je le dis très souvent, le commercial, en réalité c'est quelqu'un qui doit d'abord disposer de facultés ou de qualités, notamment dans la communication. Et c'est quelque chose qui est devenu rare. Donc lorsqu'on entend les gens parler parfois, leur intonation, parfois la qualité du langage pose problème. Et c'est pas n'importe qui en réalité qui doit être appelé à exercer ce métier. Donc c'est quelqu'un qui doit savoir travailler en réalité sa personne. Donc ses qualités individuelles, notamment à travers surtout la formation, de pouvoir disposer notamment de ses compétences requises pour pouvoir notamment travailler comme commercial et remplir peut-être plus tard les tâches qui lui sont dévolues de la manière la plus pratique et efficace possible. Voilà, donc en Afrique, en réalité, au Sénégal particulièrement, le problème, bon, à mon avis, c'est d'abord la formation. Le problème, c'est d'abord la formation. Ensuite, les entreprises qui recrutent les profils notamment. Parce qu'on ne peut pas recruter n'importe qui. Donc on doit toujours choisir un profil qui est en parfaite cohérence avec notamment le poste, en parfaite cohérence avec notamment le profil de poste. Donc, dans cette perspective, il va falloir éplucher, donc faire des tris, afin de pouvoir notamment choisir finalement les meilleures compétences. Mais pour moi, le problème c'est entier, et ça provient d'abord de la qualité de la formation. Voilà, donc nous tous nous sommes des formateurs, nous se donnons corps et âme, mais parfois on rencontre notamment des personnes, surtout enseignants, qui n'ont pas une certaine qualité nécessaire pour pouvoir remplir et exercer le métier. Donc je pense qu'en amont c'est ça. Voilà, en amont c'est ça. Ok, merci Khalifa. Vous avez abordé le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit parler d'adéquation entre fonction et profil, ce qui pose souvent problème. Tout à l'heure, doyen, dans l'exposé de Khalifa, on a pu sentir qu'il a mis l'accent sur un point, c'est-à-dire la communication. Aujourd'hui, ici, on est appelé à être représentant commercial ou autre, quelle que soit la fonction. Mais dès lors où on sera en contact, on est appelé à être en contact avec notre interlocuteur qui peut être un client lambda, que ce soit un client dans le cadre B2B ou bien un client dans le cadre B2C. Il a parlé de la communication. Quel est l'apport de la communication dans ce cas de figure en fait, dans cette relation? Oui, je crois qu'il parlait plus des compétences personnelles, de communication des représentants commerciaux. Voilà. Si vous me le permettez, je vais aller à un niveau un peu plus élevé. Au niveau du manager commercial. Dans ma petite expérience, notamment, le problème du management, du management commercial n'est pas encore très pris au sérieux par les gens. Aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, les managers commerciaux sont d'anciens commerciaux qui ont fait de très bons résultats et qui ont été récompensés jusqu'à arriver au niveau de représentants commerciaux, surtout dans le cas des PME ou des entreprises émergentes. Donc on va dire, on lui fait confiance, il nous connaît, il a fait de bons résultats, on l'amène comme manager commercial. Alors que le problème, les systèmes de promotion des équipes commerciales doivent être très très bien évalués. Parce que quand vous prenez un commercial qui sait faire de très bons résultats, avant de lui donner un poste de supervision ou de gestion tout simplement, il faudrait aussi s'assurer en amont, est-ce qu'il a les compétences de management? Parce que c'est deux compétences différentes. Savoir vendre, c'est une chose, savoir manager, c'est autre chose. Donc là aussi, souvent, on rencontre des problèmes de ce genre, où le manager, quelquefois même, entre en concurrence avec l'équipe commerciale pour leur montrer que je suis plus fort que vous, etc. Ça pose un problème. Donc il n'y a pas vraiment de ça. L'autre aspect, c'est que, comme l'a si bien dit Khalifa tout à l'heure, et vous l'avez remarqué aussi, c'est que les formations ne sont pas très spécifiques. Apparemment, on nous signale qu'il y a un appel entrant. Hein? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, allô? Allô? Oui, allô? On vous écoute? Bonsoir, monsieur Lénan. Oui, bonsoir. Ça, c'est le grand Laye Bamba. Bonsoir, monsieur Lénan, c'est Laye Bamba Seck. Oui, enchanté, Laye Bamba. Bonsoir. Enchanté. Allez-y, Laye Bamba, on vous écoute. Oui. Oui, là on vous entend bien, allez-y.
Bon, j'appelle pour vous remercier, M. Kahn, pour remercier M. Diaby et toi personnellement pour te remercier. Remercier également M. Gay pour la possibilité de se connecter pour suivre les émissions. Donc désormais les gens ont la possibilité de suivre Marketing TV sans débourser de l'argent en se connectant sur la bande FM. Merci encore. Sinon, vous me recevez? Oui, on vous entend bien, allez-y. Bon, je disais que j'appelais pour remercier d'abord pour toi, M. Diaby, qui est mon frère, M. Gad, mon grand frère, et toi, mon collègue. Merci. Et j'étais très surpris d'entendre M. Gad dire qu'il ne vous a jamais vu. À mon avis, du net de Marketing TV. Effectivement. Nous sommes plus de 200 intervenants sur Fouti. Il y a des gens que je n'ai jamais vus et qui interviennent depuis très longtemps. Effectivement. En tout cas, c'est l'occasion pour que Marketing TV, ce n'est pas live en direct. Marketing TV, c'est tous les intervenants. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut être l'ambassadeur, peut être le directeur, peut être le manager de Marketing TV, partout où il est. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous suivent. Je remercie également l'ensemble de la communauté touristique, à sa tête M. Khalissa Babaka Dramé, la communauté financière, avec M. Yoroshi Merwan et la communauté marketing que vous représentez ici, là où vous êtes. Merci. Je pense que vous me recevez. Je suis très content et ravi et je crois qu'on va faire d'autres innovations les mois à venir. Ok, merci la Merci, dame. Laye Bomba. Bon, malheureusement, je ne vous entends pas, je n'ai pas de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend très bien. Merci. 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 En tout cas, je suis très content de suivre l'émission sur la Côte de Rome. Le plaisir est partagé. Pendant 15 ans. Ouais. J'ai peut-être une question pour M. Kahn. Oui. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment les parents en management de la Côte de Rome, parce qu'ils ont des équipes commerciales, mais qui malheureusement n'ont pas d'école des instituts où leurs vendeurs peuvent se former en langue locale? Vous songez à ces genres de choses-là? Ok. Je vous la question à Mata également, qui est un vendeur qui est également manager du commercial à Médicadio. Alors, je vous remercie et vous souhaite une bonne émission. Merci, Laye Bomba. Merci. Je laisserai cette question à mes cadets parce que moi j'ai arrêté d'enseigner dans les écoles. Donc je ne connais même plus les écoles ni ce qu'elles font. J'ai enseigné 20 ans, je crois que j'ai donné. Il n'y avait plus de challenge pour moi, donc j'ai arrêté. Et je crois qu'on a une très belle relève qui est très in et qui pourra vraiment faire le job. Je remercie beaucoup Laye Bomba. Ce que je voudrais donc dire concernant les difficultés en tout cas que les gens ont, c'est que quelquefois ils n'ont pas les compétences de manager commercial. Parce que déjà, ils sont des commerciaux peut-être qui ont eu des promotions. Mais l'autre problème qu'il y a, et vous l'avez très bien soulevé, c'est la problématique au Sénégal de l'adéquation emploi-formation. Très sérieusement, il n'y a pas par exemple aujourd'hui le diplôme directeur commercial. Il n'y a pas de diplôme directeur communication, ça n'existe pas. Les gens ont des masters en marketing et c'est du fourre-tout en fait. Et après, ils ont de vrais problèmes pour s'insérer. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les formations sont tellement générales que quand les gens arrivent en entreprise, on est obligé de les reformer. Parce que réellement, ils viennent complètement comme un bloc. Il faut maintenant que l'entreprise puisse notamment les cisailler et en faire une vraie compétence. Et le travail commercial, comme d'ailleurs les autres activités de gestion d'entreprise, il faut comprendre que le succès ne parle pas du qualitatif. La base du succès, du quantitatif du moins, la base du succès c'est le qualitatif, c'est très important. Ça, les facteurs, quel est notre objectif? Comment est-ce que nous allons organiser notre activité? Comment allons-nous répartir la force de vente? Quels sont les outils qu'on va mettre en place pour faire le suivi des activités? Quel est le suivi de la clientèle? Est-ce qu'il y a une bonne coordination du travail? Est-ce que la politique salariale est bonne? Est-ce que la formation est bonne? Parce que non seulement il y a la formation à l'entrée, mais il y a la formation continue, etc. Et tous ces éléments sont en réalité les principaux problèmes auxquels les gens sont confrontés. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils recrutent une équipe commerciale, ils leur disent allez vendre, les gens vont vendre, en certains mois ils ne vendent plus, ou ça marche moins,
Et c'est là qu'ils vont dire, ben, M. Nian ou M. Diaby, venez former notre équipe commerciale. Alors que quelquefois, le problème n'est pas un problème de formation, c'est en amont de vrais problèmes d'organisation, de structuration, de procédure de travail, d'évaluation, de contrôle et d'amélioration. Et ça, c'est des gros problèmes qui sont rencontrés dans les PME généralement et dans les entreprises émergentes. Voilà. Ok, ben, merci Doyen pour cet exposé. Hein. Merci Doyen. Peut-être Khalifa, s'il y a quelque chose pour appuyer un peu. Oui. Peut-être pour faire, parce que parfois, on a toujours appris à l'école de formation. Donc, le problème de management surtout pose beaucoup de difficultés. Comme le doyen l'a si bien dit, il est difficile aujourd'hui de voir véritablement des managers commerciaux compétents. Voilà, parce que le dilemme, c'est pour que l'organisation en fait, commerciale du manager soit efficace, il faudrait véritablement qu'il mette à la disposition, qu'il mette en place le style de management adéquat. Et le style de management, on sait qu'il y en a deux. Soit c'est participatif, soit c'est directif. Donc parfois, comme il l'a dit, ils se mettent ou ils concurrencent leurs propres commerciaux, jusqu'à notamment les contraindre dans le travail. Donc c'est quelque chose également de très important qui a été souligné par le doyen, l'excellent doyen. Et c'est ce que je voulais ajouter sur ça. Ok, merci Khalifa. Maintenant, pour revenir sur la question de l'Aibamba, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être des écoles qui seraient orientées vers la formation en fait, de nos parents, bol, qui s'adonnent un peu à l'activité de commercial ou bien de vendeur en quelque sorte? Quel est l'argument à tenir dans ce cas de figure? Il ne faut pas que l'Aibamba nous importe. Il n'y a pas que des bol, il y a des salles. Il faut dire nos parents du secteur informel. Ok, nos parents du secteur informel. Il faut nous amener dans son bol. Oui, bon, sauf qu'aujourd'hui, quand le secteur informel, peut-être ils peuvent représenter après plus de la moitié. De la moitié. Ok, mais quand même, oui. Je pense peut-être qu'ils n'ont pas besoin de formation en technique de vente, mais plutôt dans la gestion de leur activité. Vous savez pertinemment, le vendeur Baol est un excellent commercial. Le vendeur Baol, si quelqu'un, par exemple, moi c'est ce que j'ai dit très souvent, souhaite devenir très efficace en matière de vente, il peut uniquement aller au marché Colobane. En observant l'environnement toute une journée, il peut découvrir un ensemble de techniques qui lui permettraient notamment d'aborder et notamment de convaincre son client. Parce qu'on retrouve sur ces marchés un ensemble de techniques d'approche qui sont adoptées, surtout avec les marchés hebdomadaires, le marché Colobane et d'autres également. Les vendeurs ont des techniques vraiment adaptées, notamment à notre environnement et qui marchent très bien. Peut-être qu'ils ont un problème de gestion de leur activité. Oui. Cette chose-là, c'est une formation vraiment qualifiante qui permettrait de l'avoir. Mais aussi peut-être intégrer un peu l'aspect concernant la modernisation de leur mécanisme ou bien de leur façon de travailler. Parce que bon, bien vrai que l'approche est là, bon, c'est une approche informelle qui arrive plus ou moins à capter l'attention quand même du client et tout, mais à un certain moment donné quand même, étant donné que le secteur informel commence à prendre quand même une certaine ampleur au Sénégal ou bien dans les pays sous-développés, il est quand même temps maintenant en fait pour, je ne sais pas, que ce soit l'État ou bien des structures qui vont plus ou moins essayer de les accompagner, de les encadrer vers une modernisation vraiment de leurs activités ou bien de leurs outils de travail. Je ne sais pas, parce que ça peut être plus ou moins un atout toujours pour eux, parce que déjà ils ont le talent, ils ont déjà le talent. Maintenant peut-être c'est l'encadrement et peut-être essayer de voir comment on peut les accompagner dans ce cas de figure. Oui. Tout à fait. Bon, parce qu'il y a des organisations de l'État qui s'activent régulièrement dans ça. Le cas de ONFP, parfois, qui appuie surtout les GIE, les commerçants, les personnes du secteur informel, les gens du secteur informel, à formaliser leur méthode de travail. Notamment pour qu'ils puissent moderniser leur méthode d'organisation et de travail. Je pense qu'il y a des organisations spécifiques qui s'activent dans ça. Peut-être que le doyen va beaucoup plus notamment détailler et nous parler surtout. Bon. Non, mais de toute façon, c'est comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que moi, je crois en une chose très simple, c'est que dans une organisation, il faut mettre chacun à sa place. Ça, c'est les choses auxquelles je pense. Maintenant, comme je vous l'ai dit,
quand vous prenez des gens qui n'ont jamais fait de management commercial, vous ne pouvez pas, à partir des petites formations à l'ONFP ou je ne sais pas, 3FPE, avec qui je ne travaille plus d'ailleurs depuis quelques années, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, ils font du très très bon travail. Peut-être qu'on n'est pas, je ne suis pas dans leur champ de travail, je n'ai pas la même approche en fait de la formation qu'eux. Pour moi, c'est comme je disais à un bailleur de fonds il y a quelques années, c'est en 2006 d'ailleurs, ça fait longtemps, où il faisait des formations pour des GIE de producteurs, tout ça. Je leur ai dit, ça ne sert à rien de perdre des millions à former des gens qui n'ont même pas le niveau élémentaire de la vente pour en faire des managers commerciaux. C'est un métier. Parce que vous ne prendrez jamais quelqu'un dans la rue qui ne sait rien de l'électricité pour le prendre quand même comme ingénieur en électricité. Il faut pas les connaître. C'est les compétences aussi. Il faut qu'on respecte aussi les métiers. Voilà. L'histoire est que c'est un travail qui nécessite des prérequis. Le travail commercial, oui, on peut prendre quelqu'un, le former, l'orienter, le coacher sur le terrain, c'est pas forcément trop méchant. Quand il s'agit de vendre des produits B2C, quand ça devient du B2B, ça devient plus compliqué. Quand ça devient certains produits qui demandent un certain niveau, il faut des technico-commerciaux, etc. Donc c'est des compétences particulières. Il faut qu'on respecte ça. Le problème du management commercial, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un métier. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai rencontré beaucoup de managers qui ont des problèmes de fixation d'objectifs, qui est la base de leur travail. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est soit la direction financière qui va dire, nous, on a besoin de tel chiffre d'affaires. Lui, il ne réfléchit pas. Il dit, mon DG m'a donné tel objectif, je ne me bats pour mon objectif. Et il n'évalue pas l'objectif. Alors que le manager commercial doit avoir la capacité d'évaluer l'objectif qu'on lui a donné. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on me dit, votre objectif c'est de faire, par exemple, je ne sais pas, 100 millions ou 20 milliards, c'est important que moi je puisse voir ces 20 milliards-là. D'abord, est-ce que c'est faisable par rapport au marché, par rapport à ce qu'on appelle une extrapolation à partir de nos tendances passées, parce qu'il faudrait que je vois les ventes de l'année passée, etc. De voir à partir de ce qu'on a fait sur les années passées, des facteurs qui vont influencer l'environnement cette année, est-ce que ces 20 milliards-là, c'est plausible ou pas? Ensuite, maintenant, il faudrait que je puisse aussi avoir un objectif qui prenne en charge certains facteurs saisonniers ou certains facteurs de risque afin que j'ai une marge de manœuvre. Parce que l'objectif, en tout cas du manager commercial, c'est au minimum d'atteindre l'objectif. Ça, c'est le minimum pour ça. Ça, c'est très important. L'autre aspect, c'est que on parle d'objectifs commerciaux dans les entreprises et on ne parle pas généralement d'objectifs marketing. Alors que l'objectif commercial doit être adossé à un objectif marketing. Le manager commercial, s'il n'a pas, lui, au-dessus, un directeur marketing, il doit aider sa direction générale à formuler d'abord des objectifs marketing, ensuite des objectifs commerciaux. Pour une raison très simple. Quand vous êtes un manager commercial, on vous dit faites 20 milliards de chiffre d'affaires. Et que derrière, il n'y a pas d'objectif, par exemple, par rapport au customer care. Okay? Notamment au service client, par rapport au délai de livraison, par rapport à la satisfaction de la clientèle, par rapport au taux de retour, par rapport à la conformité des factures, etc. Parce que tout ça, c'est des facteurs qualitatifs. Mais c'est des facteurs qui sont d'une importance capitale. Si maintenant, moi, je me focalise uniquement sur mes 20 milliards et que je ne traduis pas en objectif les facteurs qualitatifs, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire du chiffre, mais une partie de ce chiffre risque d'être perdue. Combien de ventes ont été faites? Ensuite, les clients se désistent, ils ne payent pas. Combien de fois? Et ça crée des pertes. Moi, à chaque fois que je fais un diagnostic d'entreprise, je vois que, par exemple, le chiffre d'affaires détenu par la comptabilité est différent du chiffre d'affaires détenu par le marketing. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de factures qui n'ont pas été payées où le client dit qu'il n'accepte pas, il retourne le produit. L'autre aspect, c'est que si on ne prend pas en charge dans l'activité commerciale la satisfaction du client, forcément on aura beaucoup de clients cette année, mais l'année prochaine peut-être on aura moins de clients, parce que les vendeurs, au lieu de regarder la fidélisation du client, ils vont faire du forcing en se disant ce qui m'intéresse c'est la transaction. Alors que la transaction, elle peut être du forcing, le client peut ne pas être vraiment satisfait, et derrière vous le perdez, donc ça crée des problèmes. Donc le manager commercial doit être dans la capacité d'aider, s'il n'a pas de directeur marketing, d'aider son top management à pouvoir d'abord formuler des objectifs marketing. Et ces objectifs marketing maintenant pourront être traduits en objectifs commerciaux. Objectifs de vente, objectifs de prospection, objectifs de suivi de la clientèle, etc., etc., etc. Ensuite, maintenant, se pose la question de comment je vais organiser le travail. Donc, de quelle position est-ce que j'aurai besoin? On ne recrute pas un commercial parce qu'on se dit, les ventes marchent, il faut prendre quelqu'un de nouveau. Non. Il est important de pouvoir utiliser, par exemple, la méthode de la charge de travail. C'est très important d'avoir ces outils-là pour se dire, est-ce que j'ai vraiment beaucoup de commerciaux? Il m'est arrivé dans certaines entreprises de voir le manager commercial recruter beaucoup de commerciaux,
Ensuite, je lui dis, ok, on va évaluer, est-ce que c'est normal ou pas? Quand on a évalué la charge de travail de représentant commercial par rapport au potentiel de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un surplus de représentants commerciaux. Effectivement. Il me dit, mais monsieur Kane, comment c'est possible? Je ne dis pas que vos commerciaux ne travaillent pas assez. Et vous, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas d'outils d'évaluation du travail commercial. Et donc ça crée beaucoup de commerciaux, beaucoup de charges pour un résultat qui est moindre, alors qu'il faut optimiser. Je m'en arrête là, je reprends. C'est parfait. Il y a un appel. Merci, M. Kane. Nous allons revenir un peu. Oui, allez-y. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bon, apparemment, c'est un appel. Oui, oui, on vous entend, allez-y. Oui. Allô? Oui, on vous entend bien. Allô? C'est parti. Donc finalement, je pense que... Il faut poser la question directement sur le live. C'est ça. Donc peut-être nous allons prendre la question de Daouda Koulibaly. Donc le problème du secteur informel serait exclusivement la commercialisation des produits. Le grand débat de la formation, à mon avis, doit tourner autour des services et du B2B. Qu'en pensez-vous? Ok. Je ne comprends pas bien. Le grand débat de la formation, à mon avis, doit tourner autour des services. Autour de la vente des services, de la vente des produits B2B. B2B. Ok. Khalifa? Bon, la question est un peu incompréhensible. Moi, je pensais que peut-être faisait référence à la qualité des services. Que surtout nos secteurs informels. Le secteur informel doit mettre en évidence parce que c'est une difficulté que l'on rencontre très souvent. Voilà, donc le service de qualité, il doit accompagner l'offre principale. Donc, parfois, c'est des difficultés de rencontrer, notamment dans le secteur informel. Je pense que, comme l'a dit le doyen, chaque acteur, notamment de ce domaine, doit miser d'abord sur la priorité, c'est d'orienter toutes les décisions et politiques commerciales, notamment vers la satisfaction. Et quand on parle de satisfaction, on parle d'abord de l'atteinte ou de la réponse. Oui. Ok. Allô, c'est un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on vous entend bien, allez-y. Ça, c'est le grand Sader, l'homme du digital. On vous écoute, Sader. Merci à vous. Je salue l'ensemble des intervenants. Et également le grand encore mon attaquant. Oui. Oui, Aboubakar, allez-y. Merci à toi. Donc, ça fait plaisir en fait de suivre cette émission avec Marketing TV. Donc, le sujet est extrêmement intéressant et il est aussi passionnant. J'ai suivi les différentes interventions et je pense que tous qui sont là, de participer à cette émission, sont en train d'apprendre beaucoup de choses à travers vos différentes expériences personnelles de professionnels sur cette question. Je m'inscris dans ce qui a été annoncé depuis pour parler un peu au métier de vendeur par rapport au métier de vente de la vente. Très souvent, c'est des métiers qui ne sont pas valorisés. Seulement, je dirais en bon moment, c'est-à-dire que booy jaay boo mënee wax rek war nga mën jaay. donc boo situé boobaa rek mën a wax rek normalement war nga mën jaay. donc ça demande des compétences personnelles.
mais Dia bi wax léegi je pense que c'est un élément qui montre que c'est pas quelque chose boo xam ne même si noonu lañ koy def ko. mooy ne quand tu dis que c'est une activité, c'est un métier qui demande en communication. J'irais même plus loin pour dire que déjà tout le monde ne peut pas faire la communication. Tout le monde n'a pas les aptitudes pour faire la communication. Donc tout le monde ne peut pas faire la vente de ce métier. Et au-delà de la communication, je dirais même que ça demande des compétences en négociation. En termes de compétences personnelles. Au-delà de la négociation, de la communication, ça demande beaucoup d'autres choses. Yoo xam ne dañ koy réclamer bu ñuy élaborer plus poste pour ki nga xam ne moom moo war a occuper liggéey boobu. Et je pense que c'est extrêmement important de s'arrêter sur ça. Bon, pour le vendeur, tout simplement, dire que c'est moins compliqué, etc. Parce que on a un objectif, on est sur l'opérationnel, tu es sous un chef d'équipe, etc. Mais pour le manager de la vente, pour le manager commercial, je pense que c'est encore plus compliqué. Parce qu'il faut au moins ces compétences-là par rapport à ce métier, à ce champ d'activité. Mais il lui faut aussi des compétences de management. Comme je disais tout à l'heure, grand cadre, on te fixe un objectif de performance et que tu ne sais pas si l'objectif est smart, etc. Parce que ça vient de la direction ou ça vient du directeur commercial. Et tu te mets juste à vouloir l'atteindre, à vouloir l'exécuter sans pour autant avoir un objectif de smart. Dans les fixé, qui a une condition, là, que vous pouvez atteindre, est-ce que c'est un objectif qui est faisable, est-ce que c'est atteignable, etc. Pour l'ouvert, qui est un exemple par rapport aux objectifs commerciaux, moi, je suis le leadership qui est faire preuve parce que dans l'équipe, boy manager, tout ce qui est compétence, tout ce qui est occupation d'équipe, tout ce qui est gestion, même agile par rapport à une distribution dans l'environnement des affaires, parce qu'il y a une continuité. Donc, pour moi, vendre, être un manager commercial, être un vendeur, souvent c'est des métiers à part entière. Ils ont amené le corps, ils ont assez de voilà, et pas dire juste comme on le faisait. Mon gars, par exemple, tu es un peu réticent, mon gars, etc. Et que c'est facile à faire. Mon on a transposé cette expérience-là dans des cas que je connais mieux. Moi, tout le monde ne peut pas vendre sur Internet. Parce que sur Internet, c'est encore plus compliqué parce que c'est derrière un clavier, un certain nombre de skills qu'il faut avoir. Mais d'une manière générale, bon, maintenant, il faut que les issues, il y a la leçon du bëgg dégluwaat user casing et après que ñun ñu xam naa sortie de cette émission-là ku ci nekk am dara ci jëlee. Nous ne vous remercions jamais assez. Merci. Le temps que vous avez pris sur vous pour venir un samedi après-midi partager avec nous ci ay sujets yoo xam ne moom moo ñu intéressé. Et pour ñi nga xam ne ku ci nekk jëlee dara te ñëw bu demee aussi mën ci yóbbu leneen. Donc, en tout cas, bravo à Mokhtar, à Grand Capitaine de Café Association, etc. de passer aussi à cette émission. On attend. Et le pain là aussi. Merci. C'était Aboubakar Sadiq Ndiaye, vraiment consultant dans tout ce qui est digital et autres. Merci. Donc, nous rappelons que nous sommes sur Marketing TV Monde et Atlantic FM. Donc, nous parlons du management de la force de vente. Donc, tout à l'heure, on était en fait sur le point concernant la question de M. Daouda Koulibaly, qui posait la question sur le secteur informel, qui serait exclusivement dédié à la commercialisation des produits. Mais effectivement, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, peut-être, tout à l'heure, M. Khan l'a mentionné, c'est peut-être mettre l'accent sur les services, mais aussi sur l'aspect du B2B. En fait, parce que quand on parle de B2B, là, ce n'est pas en fait comme l'autre, ce n'est pas de l'amateurisme en fait. Aujourd'hui, en matière de B2B, ok, c'est bon, ok, Koulibaly, ma question reformulée, existe-t-il des formations en B2B et en marketing des services purs chez nous? Ah, effectivement. Donc là, on comprend mieux. Donc, M. Khan, donc il y a M. Koulibaly qui a reformulé sa question, donc il demande, est-ce qu'il existe des formations spécialisées en B2B? Oui, c'est-à-dire que
moi je compte sur des jeunes comme vous. Oui. Quand je suis revenu au Sénégal et que je suis entré dans l'enseignement, j'ai eu du courage. J'ai été parmi les premiers à développer les formations en management de la force de vente. J'ai été parmi les premiers à développer au Sénégal. J'ai été le premier, sinon parmi les premiers à développer le module de formation sur marketing et qualité des services. Parce que les gens ne parlaient que de marketing des services. J'ai dit qu'on ne peut pas parler de marketing des services sans parler de qualité. J'ai développé ces modules-là. Comme je l'ai fait dans le domaine de la distribution, comme je l'ai fait dans le domaine du marketing des institutions de microfinance, dans le domaine du marketing bancaire, comme je l'ai fait dans le domaine du CRM. J'ai essayé d'apporter un plus. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes la génération qui va changer les choses. Les écoles de formation ne changeront rien, parce que les écoles de formation sont dirigées par des gens aussi qui sont des businessmen. Et qui généralement n'ont pas tout l'outil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas notamment de comité scientifique vraiment très bien élaboré. Ils ne font pas de la prospective, ils ne font pas de la veille, ils ne regardent pas ce qui se passe à l'étranger, ils ne regardent pas l'évolution de la courbe du travail au Sénégal, ils ne connaissent pas quels sont les métiers qui avancent, ils ne connaissent pas les nouvelles compétences à maîtriser, etc. Donc tout ça, eux, ils ne l'étudient pas. En amont, ils se disent l'important, c'est de faire du chiffre d'affaires, du bénéfice. Maintenant, l'enseignant aussi, s'il se dit, moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent, il ne va jamais réfléchir au futur. L'étudiant aussi, s'il vient et se dit, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un diplôme, ben, c'est ce qui se passe chez nous, par exemple. On fait des formations qu'on faisait en France il y a 30 ans, 40 ans, qu'ils ne font plus, eux, et que nous sommes en train de faire. Quand je prends le cas de Aboubakar Sadek, par exemple, aujourd'hui, avant, quand on prenait des spécialistes en communication, on prenait des gens qui avaient appris la com. Aujourd'hui, au niveau international, partout, quand les gens demandent un spécialiste en com, ils imposent que ce spécialiste en com ait des compétences digitales et même des compétences de création, c'est-à-dire de design. On ne veut plus quelqu'un qui vienne dire « je suis bon en com ». On veut en même temps qu'il soit capable de créer des contenus, le content management. Là, parce que la communication, ce n'est plus seulement la communication classique, c'est surtout aujourd'hui une communication digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui intègrent ces choses-là? Ça, c'est des gros problèmes. C'est pourquoi je dis que c'est à nous. Je me rappelle quand je suis allé à IPAM, je crois, c'était en 99, que je suis allé là-bas pour la première fois enseigner. Et le Abouli, que je salue, avait une maîtrise, je crois, qu'il faisait en marketing et technique de vente. Alors j'ai dit à Abouli, comment tu peux faire une maîtrise en technique de vente? Technique de vente, c'est première, deuxième année maximum. Ça ne va pas dépasser ça. Mais quand on vient jusqu'en 4e, 5e année pour encore apprendre la technique de vente, ça pose un problème. Je me rappelle, il y a une école, je ne veux pas dire leur nom, c'est une école de l'université, où depuis plusieurs années, je leur dis, est-ce que vous ne pouvez pas changer la manière dont vous formez les gens en master? Parce que je ne comprends pas que quelqu'un arrive en master, on lui donne un cours sur la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication. Alors vous êtes en master. Oui. En principe, ces éléments-là doivent être réglés à la licence. À la licence, oui. Oui. Maintenant, pour moi, les 2 années qui restent là, c'est-à-dire master 1, master 2, c'est pour apprendre à l'individu à pratiquer. C'est la spécialisation. Mais si vous voulez prendre des cours de première année, deuxième année, politique de produit, on le reprend en licence, on le reprend en truc, ensuite vous avez votre diplôme, vous avez un diplôme. Et comme je le disais souvent à mes étudiants, un diplôme ce n'est rien d'autre qu'un papier sur lequel quelqu'un dit, bon, M. Mohamed Khan est passé ici, il s'est inscrit, il a fait des cours, il a participé à tous les examens, il a eu la moyenne, il a triché, il a des copains avec un prof et tout, ça on s'en fout, il a eu la moyenne et pour ça je lui donne. Vous ne verrez jamais sur un diplôme quelqu'un écrit, je garantis qu'il sera très compétent, je garantis qu'il sera motivé, je garantis qu'il sera performant. C'est pourquoi à chaque fois que vous amenez votre diplôme, on vous dit vous-même venez, qu'on puisse vous évaluer pour voir. Donc, il y a une demande. On est dans une approche marketing, il y a une demande. La demande, c'est des formations particulières. Les écoles de formation, depuis plusieurs années, développent ce qu'on appelle des certificats, qui sont des formations de 3 mois, de 6 mois, etc. Pour moi, c'est un créneau. Maintenant, l'autre aspect, c'est se battre pour que ces certificats puissent avoir un niveau de diplôme et ne soient pas seulement des certificats. Se battre aussi pour que les certificats soient reconnus dans la classification, notamment des ressources humaines au sein de l'entreprise. Mais faire une formation, comment vendre les produits B2B, je crois que ça ne nécessite pas de faire un master. On peut le faire en 3 mois, maximum en 6 mois, etc. Donc ça aussi, à mon avis, c'est un challenge, c'est un combat à mener par les enseignants, par les profs, par tout le monde, pour qu'on puisse améliorer le contenu de l'enseignement, parce que j'ai l'impression que le marché est très en avance
par rapport au contenu des formations qui sont livrées. Voilà. Ok, merci doyen. Quand même, je pense que vous avez répondu à la question. Aujourd'hui, c'est une problématique concernant les certifications. Donc maintenant, faire en sorte que les autorités ou bien les organes de certification ou bien les organes qui sont accrédités plus ou moins puissent reconnaître quand même certaines certifications. Donc ça, peut-être, c'est un autre souci. Maintenant, il y a une autre question. Il y a Madame Sonita Chamna qui pose la question, à savoir, j'aimerais poser la question, quels sont les outils de communication pour stimuler les forces de vente nécessaires pour challenger, motiver, voire même limiter la casse post-Covid dans le secteur du transport. Ok, par rapport à ça, côté outils en fait. Donc elle pose surtout la question côté outils. Oui. Bon, les outils en fait de communication permettent de mieux d'abord organiser, et merci pour la question, de mieux organiser le travail et l'activité notamment du vendeur ou encore du commercial. Donc ces outils sont assez divers, très nombreux. Ça dépend tout simplement des méthodes d'organisation adoptées. Mais dans tous les cas, l'objectif que doit avoir notamment dans tout secteur, c'est de stimuler l'effort de travail. Et les moyens de communication participent particulièrement notamment à stimuler l'effort de travail. Et sur ce, des réunions par exemple de groupe doivent être organisées ou des réunions individuelles, ça dépend. Donc pour permettre notamment soit aux commerciaux de pouvoir exposer leurs difficultés afin de pouvoir trouver des solutions sur table. Donc ça participe surtout à l'amélioration et à la simulation de l'effort de travail. Parce que c'est des moyens également destinés à motiver. Parce qu'on ne peut pas parler d'atteindre des objectifs sans motivation. Donc comme la rémunération, ces moyens aussi contribuent notamment à améliorer notamment disons, à stimuler l'effort de travail. Donc, les moyens également de communication digitale. Donc, quand on parle de Covid, on parle de situation très spéciale. Donc, on peut mettre en place des dispositifs qui permettraient aux commerciaux de pouvoir travailler en toute quiétude, notamment dans n'importe quel secteur, pour pouvoir atteindre, à distance même, pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc il y a les services cloud qui sont là, qui donnent la possibilité de pouvoir travailler à distance et notamment de stimuler davantage et de permettre notamment aux commerciaux d'avoir l'ensemble des informations qui leur permettraient de dérouler leur activité. Donc je pense que les outils sont très variés et participent pleinement à stimuler surtout l'effort de travail. Car sans motivation, l'individu n'aura pas suffisamment de courage pour notamment chercher à atteindre ses objectifs. Voilà, donc je pense que c'est ça. Voilà, donc je voudrais, de passage, je me suis rappelé d'une spirale que j'avais balancée, que j'avais exposée lors d'un examen, en fait, pour devenir enseignant en marketing. Surtout pour ce qui concerne l'adéquation, formation et emploi. Donc, on m'a posé la question en fait, de savoir pourquoi en réalité vous êtes là. Voilà, donc je l'ai dit, je crois à une chose très simple. Voilà, donc pour que le monde se développe, obligatoirement il faut que les continents se développent. Pour que les continents se développent, il faut également que le maximum des pays qui les composent se développent. Aussi, pour que les pays se développent, il faut que l'économie soit compétitive. Pour que l'économie soit compétitive, il faut véritablement que les entreprises également le soient. Et également, pour qu'il y ait des entreprises compétitives, il faut un personnel qualifié et compétent. Et ce personnel qualifié et compétent, pour l'avoir, véritablement, il faut une formation également de très haut niveau, de très haute facture. Donc une formation en adéquation, notamment avec les besoins du marché. Il faudrait donc dans ce cas précis, dans cette perspective, nous les jeunes, améliorer et innover davantage pour rendre beaucoup plus riche le contenu notamment des formations dans les écoles et établissements. Car, bon, comme le doyen l'a dit, il ne s'intéresse les chefs en réalité que notamment la rentabilité. Alors que nous sommes
tellement attachés à la qualité de notre travail et surtout par rapport à notre discipline de marketing qui ne cesse d'évoluer. Chaque jour, chaque semaine, de nouvelles choses apparaissent, donc qui nécessitent de l'adaptation. Donc on ne peut pas, je ne peux pas voir par exemple un étudiant en première année en marketing qui ne sait pas créer un logo. Moi, ça voilà. Un étudiant en deuxième année qui ne peut pas utiliser les logiciels graphiques tels que Illustrator ou Photoshop. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle dans cet établissement, heureusement, donc comme nous sommes chargés de piloter le contenu des formations, voilà, nous avons pris les choses en main pour intégrer dès le départ, dès le marketing du dès le départ. Maintenant, voilà, au niveau master et tout, les géomarketing, les data analytics, tout ça. Donc, voilà, c'est un nouveau métier. Ce sont les nouveaux métiers en fait. Super. Ce sont les nouveaux métiers. Voilà, donc je vous félicite pour ça. Parce que s'il n'y a pas une volonté de l'État, c'est à nous-mêmes de propulser ça. Et je crois qu'il y a des jeux de la formation professionnelle séparés entre le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, le ministère de l'apprentissage, je ne sais pas. C'est un gros problème. Je crois qu'il n'y a pas de visibilité là-dessus, donc c'est à nous de le pousser. Voilà. Maintenant, c'est vrai que parce qu'on peut déborder de quelques minutes peut-être. Oui, de quelques minutes. Concernant la question sur comment faire pour améliorer les ventes en période de Covid. Je crois que Khalifa a donné une très bonne approche. Déjà, essayer de travailler avec les commerciaux, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, pour discuter avec eux et voir, faire des brainstorming pour comprendre particulièrement où se trouvent les problèmes. Alors, je suis intervenu dans un panel récemment sur à peu près ce thème-là. Ce que je reproche à nos managers, c'est qu'ils ont toujours le nez dans le foin. C'est-à-dire que c'est des gens qui réveillent jamais, qui ne lèvent pas leur tête pour regarder. Effectivement. Quand on vous dit qu'il y a une pandémie mondiale, on n'est plus dans l'opérationnel. Il faut aller interroger le macro et le micro-environnement. Mais quand vous dites, oui, il y a un problème de pandémie, ça ne marche plus comme avant, comment doit-on faire? Est-ce qu'on doit faire des Facebook, des trucs comme ça? Vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut revenir sur l'analyse notamment des facteurs qui sont venus perturber le macro-environnement et voir comment est-ce que ces facteurs affectent le marché. Parce que si par exemple l'État dit, à la place d'avoir 10 personnes, vous devez avoir 5 personnes, ce n'est pas le problème des commerciaux. Ce sont les comment on appelle ça encore, les facteurs de compétitivité du marché qui changent. Ce sont les critères de compétitivité du marché qui changent. Et en ce moment-là, ce n'est pas un problème commercial, c'est d'abord un problème stratégique. Je veux que les gens aient l'habitude d'avoir ces réflexes stratégiques. Quand notamment les éléments de l'environnement du marché sont stables et qu'on est en concurrence, quand il y en a des problèmes, on peut oui se dire, regardons en interne, regardons la concurrence. Mais quand c'est un facteur qui dépasse le micro-environnement, qui donc vient affecter la dynamique du marché, il est important qu'on aille interroger la stratégie d'abord avant de venir. Parce que n'oublions pas, et je crois que Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure dans une de ses questions, tout part de la corporate stratégie. C'est la stratégie d'entreprise elle-même qui ensuite va induire ce qu'on appelle les business stratégies. C'est la stratégie marketing, la stratégie financière, la stratégie, etc. Maintenant, quand un élément vient affecter la business stratégie, forcément, ce n'est pas uniquement de l'opérationnel qui va régler ça. Il faut une réflexion stratégique pour ça. Voilà, effectivement. Merci encore. Vraiment, on a eu de très belles interventions tout au long quand même de cette émission. Sauf que c'est un débat qui est trop large. C'est un sujet qui est trop large. Management de la force de vente, on ne peut pas traiter une émission sur une heure de temps pour parler de la force de vente. Peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de points sur lesquels on pourrait revenir éventuellement. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de les mettre en commentaire. Nous allons les répertorier et revenir un de ces quatre. Bon, peut-être durant le mois de Ramadan, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer de voir parce qu'avec l'équipe de Marketing TV, si je me rappelle bien, l'année dernière, on a eu à faire des lives après la rupture. On a eu à faire pas mal de lives après la rupture. Bien vrai que cette année-ci, il n'y aura pas de contraintes de couvre-feu et autres, donc peut-être on sera beaucoup plus libre, peut-être les week-ends. C'est ça.
Et par rapport au point de la relance, par exemple, portant la question de Mme Sonita Tchania sur le secteur, par exemple, du transport, effectivement, aujourd'hui, ces commerciaux-là peuvent avoir pas mal d'outils. Pourquoi pas ne pas se rapprocher davantage, par exemple, du digital, par exemple, pour démarcher au maximum. Ce sont des possibilités. Côté prospection, il va falloir renforcer davantage la prospection, définir quand même de nouveaux objectifs commerciaux, parce que, comme vous l'avez si bien dit, on est en période de Covid, c'est une situation qui est exceptionnelle en fait. Donc il va falloir interroger quand même les facteurs quand même du macro. Les facteurs du macro-environnement qui auront un impact sur les acteurs du micro-environnement. Et là, on va essayer de voir un peu la synchronisation entre les deux. Donc je pense que c'était ça. Donc, doyen, peut-être... Oui, si vous me le permettez, je veux juste intervenir sur un autre point que Madame a souligné, je crois. Et je crois aussi que Farba Diouf a souligné ça, notamment sur les techniques de motivation du personnel. Voilà, bon, je ne suis pas très fort pour ça. C'est ça. Mais je veux juste donner un conseil aux managers commerciaux. Il faut comprendre que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur comment motiver le personnel de manière générale. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites et qui marchent généralement, ou en tout cas qui peuvent être adaptées. Je voudrais dire que pour le secteur commercial, c'est une équipe à part entière. Il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est une équipe à part entière. Et que quand vous avez des représentants commerciaux, en tout cas la démarche de fixation des incentives, c'est-à-dire que des incentives, c'est-à-dire des motivations, doit partir de la démarche en fait d'identification d'abord des besoins. Il faudrait qu'on comprenne qu'en matière commerciale, on ne peut pas avoir une politique unique pour l'ensemble des représentants commerciaux. En tout cas, personnellement, j'ai été manager commercial à Paris, j'ai été manager ici au Sénégal, et l'expérience m'a montré que si vous avez une seule politique de motivation, certains s'y verront, d'autres se diront, ça ne me stimule pas. Et le problème des commerciaux, c'est que c'est du live, c'est du temps réel. Un comptable pour faire des erreurs, les rectifier. Un technicien pour faire des erreurs, les rectifier. Personne ne le fera. Mais un commercial qui n'atteint pas son objectif quotidien, bonjour les dégâts, s'il ne se bat pas le lendemain, il y aura des problèmes. Encore que, comme on l'a dit, le Covid peut venir, les concurrents peuvent faire des actions promotionnelles. Tout ça, c'est des facteurs qui, vraiment, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles. Et pour lesquels la politique de motivation doit être analysée de manière individuelle. C'est pourquoi je dis tout le temps aux managers commerciaux, commencez par faire des entretiens individuels avec chaque commercial. Pas des entretiens directifs, mais des entretiens ouverts. Pour bien comprendre quels sont les stimuli qui pourront encourager cet individu à faire le plus d'efforts possible. Ça vous permet d'avoir peut-être 10, 15, 20 possibilités de motivation. Et vous pourrez présenter l'ensemble de ces solutions, par exemple, lors des challenges vendeurs. En disant, celui qui gagne, au lieu de dire qu'il n'y a qu'un seul prix, on sort 4, 5, 6, 7 prix différents. Ce qui fait que chacun s'y verra. Et quand vous allez gagner, vous allez prendre ce que vous voulez. Certains voudront peut-être un voyage avec leur famille, d'autres acheter une maison, d'autres une voiture, d'autres, etc. Ça nous permet d'aller à la rencontre de l'ensemble des incentives possibles et adaptés. Mais quand on n'a qu'une seule politique, ça marche pour les fonctions sédentaires et tout, mais pour la fonction commerciale elle-même, réellement, il faut, et j'aime bien ce mot que certains spécialistes utilisent, il faut pas seulement avoir leadership, mais l'art du leadership. C'est très important. Merci doyen, hein. Avec lui quand même on ne cesse d'apprendre, hein. On ne cesse d'apprendre avec le doyen Mouchaba. Ok, comme on le dit, c'est toujours bien, c'est toujours un avantage pour les jeunes de côtoyer quand même des personnes quand même de cette dimension, compte tenu de leur vécu, compte tenu de leur expérience. Nous, c'est toujours avec un immense plaisir de suivre les directs en fait de Mouchaba. J'ai l'habitude de taquiner en disant que quand je suis le direct de M. Khan, j'ai plus ou moins mon bloc-notes à côté, j'ai ma machine à côté et je prends. Non, mais parce qu'en fait, c'est effectivement entre deux générations plus ou moins différentes. Mais là, quand même, nous, on a en charge en fait la relève. Donc, par rapport à cette relève, il nous faut plus ou moins avoir tous les outils nécessaires par rapport à cette génération. Et c'est un avantage pour nous, n'est-ce pas, Khalifa? Tout à fait. Oui. Comme on le dit, hein, oui. Je l'ai répété devant l'AIPAMA, oui. Lors de notre émission sur le thème du marketing international. C'est un honneur, voilà, de toujours être devant nos maîtres. Oui. Parce qu'un professeur
est un ami et doit être un maître. Oui, surtout. Donc, ICAR, pourquoi? Parce qu'il nous permet toujours de devenir meilleurs dans ce que nous faisons. À chaque fois, à chaque fin d'émission, parfois, voilà, il peut m'interpeller pour me dire voilà, telle ou telle chose. Donc, on apprend beaucoup de choses devant eux. Et véritablement, ça nous fera que nous renforcer. Voilà, donc, et c'est la précision également, je l'ai bien adoré. L'art du leadership. Ouais, ça c'est le mot qu'on va emporter. Hein. L'art du leadership. L'art du leadership. Donc la manière en réalité de pouvoir conduire son équipe commerciale. Donc de savoir les diriger, de savoir aussi, disons, les épauler, les entraîner, qui est très important, mais également de déléguer. Voilà. Il faut donner la possibilité aussi aux très important, notamment d'être autonome dans le travail. Et c'est quelque chose de très important par rapport à ça. Voilà, donc c'est un immense honneur. J'ai été tellement content. Après 14 ans, voilà, sans nous voir. 14 ans sans nous voir. Oui, mais bon. Voilà. Non, j'étais un peu comme vous, j'étais fougueux. Et moi, comme bon commercial, j'aime pas la routine, j'aime les challenges. J'aime apporter en plus. Et c'est ce que j'ai vu en vous, et ça me fait énormément plaisir. Si tu me le permets, parce qu'apparemment tu es en train de vouloir clôturer l'émission. Oui, bon, voilà, on est en train de faire un tour. Voilà, ce que je voudrais juste dire, avant qu'on finisse tout ça, c'est sensibiliser les jeunes. C'est très important qu'ils aillent apprendre. Et qu'ils n'aient pas honte aussi de leur situation d'apprentissage. Je crois que un des projets de l'État du Sénégal sous Marito Niane était de développer ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Je crois aussi que je crois que beaucoup de choses sont en train d'être faites par Maguette Diop, qui est un expert RH, travaillait un peu dans ce projet. Apparemment, ils étaient très avancés. Et je crois que même au-delà de ça, il faut développer ce qu'on appelle la validation des acquis pédagogiques. Vous savez, aujourd'hui, on voit des mécaniciens qui ont fait 10 ans, 15 ans, qui sont extrêmement bons, qui peuvent vous faire des réparations parfaites alors qu'ils ne sont jamais entrés dans une école de formation. Et ces gens aujourd'hui ne peuvent pas se formaliser et ils n'ont aucune reconnaissance. Il est important que les organisations qui sont liées à ces métiers, je parle des mécaniciens, c'est le cas des menuisiers, c'est le cas des plombiers, il y en a énormément. Il est important qu'ils se battent auprès de l'État du Sénégal pour qu'on leur institue un système de valorisation des acquis de l'expérience afin qu'ils puissent le traduire en diplôme reconnu par l'État. Ça demandera bien sûr en amont des comités d'évaluation, etc. Mais je crois que ça aussi c'est important. Parce qu'on n'est pas obligé de passer à l'école pour réussir. Ça aussi, il faut très très bien le comprendre. Il faut très bien le comprendre. Et ces gens-là, qui font un très bon travail, la manière de les aider à entrer dans le système informel, c'est de leur dire, ok, avec tout ton bagage, tu as un niveau CAP aujourd'hui, tu as ton diplôme de CAP, mais si tu fais telle école, pendant 2 ans, 3 ans, tu peux avoir ton bac professionnel, etc. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra les encourager. Et j'incite beaucoup à ça. L'autre aspect, c'est de dire que le bien restera toujours le bien et le mal restera toujours le mal. En enseignant, j'ai toujours pris certaines séances dans mes formations pour parler de morale. Je crois que vous le faites dans vos cours et je vous encourage à continuer à le faire. Parce que aller en entreprise, ce n'est pas seulement avoir des compétences techniques. Les compétences sociales sont les éléments de base de la compétence. C'est le lead de la compétence. Si vous avez les meilleures compétences du monde et que vous êtes impoli, vous ne savez pas parler aux gens, vous ne respectez pas les gens, vous avez un orgueil tel que vous n'aimez pas les critiques, votre compétence ne servira à absolument rien. Je veux que les jeunes apprennent à être polis. Ce n'est pas une faiblesse d'être poli. Pas plus tard qu'hier, je crois, sur un poste de Tchei Réumi, je crois, j'avais fait un commentaire sur le décès du juge Sall, que Dieu l'amène au paradis d'ailleurs. Il y a un jeune qui est venu me dire si c'était votre père, etc. Bon, j'ai répondu poliment, tout simplement parce que je ne sais pas faire de l'impolitesse. Voilà. J'ai compris aussi peut-être que le juge peut-être a une fois condamné son père ou des trucs comme ça. Mais je dis, si vous êtes musulman, il faut vous référer à l'enseignement du prophète Mohammed qui dit, quand quelqu'un veut témoigner le bien que vous savez, effectivement. Si vous ne savez pas du bien de lui, taisez-vous. Ce n'est pas définitif en fait.
C'est tout juste que pendant la période du deuil, l'individu a sa famille, il a ses relations, il a ceux qu'il aime, etc. Et tout. C'est une période de recueillement. Et ça, nul n'était, même en dehors de l'islam, c'est dans toutes les cultures du monde. Quand quelqu'un meurt, mais on parle en bien. Si on peut, si on ne peut pas, on laisse la période du deuil passer. Ensuite, maintenant, on pourra discuter de l'homme, de l'individu. Voilà. Et souvent aussi, on dit que ce qu'on connaît, et quelquefois vous avez vu qu'on pense du mal de quelqu'un, d'autres pensent du bien, etc. Généralement, par exemple, comme un gars comme le juge qui est mort récemment, j'ai vu qu'il avait de rares photos. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne voyait même pas, qui ne se mettait même pas en évidence, et que les gens ne connaissent pas très bien dans sa vie privée. Voilà. Je veux juste dire que revenons à la politesse. Essayons d'éviter de nous insulter. La haine ne sert à absolument rien. La haine est un sentiment qui ronge. Et quelqu'un qui veut progresser n'a pas le temps de haïr. C'est très important. Je dis tout le temps, ne regardons pas ce dont nous manquons. Regardons ce que nous avons. Parce que si tu regardes ce que tu as, tu peux aller loin. Mais si tu te dis, je n'ai pas ça, ben, le temps d'attendre de l'avoir, de se plaindre, etc., tout le monde avancera. Et c'est ça qui nous a gâté pour l'Afrique. On passe notre temps à voir le mauvais côté des choses. Voilà, alors on a amené tel, il y a tel projet. Oui, mais le projet, on n'aurait pas dû le faire, etc. Au lieu de se dire, mais il y a déjà quelque chose, comment est-ce qu'on peut l'optimiser? Et ensuite, quel processus enclencher pour que la prochaine fois, les décisions soient meilleures? Mais on commence à se dire, oui, mais pourquoi ça? On discute de ça, les autres avancent, ben nous on avance. Et derrière, on se dit, pourquoi les entreprises étrangères viennent prendre tout notre job? Les entreprises étrangères viennent prendre tout notre job pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne s'aime pas entre nous. Quand Madame a un cabinet, j'ai un cabinet, on fait un appel d'offres, au lieu de nous associer, on ne va pas s'associer. Mais un cabinet tunisien, marocain ou français va venir, lui, s'associer avec d'autres Sénégalais ou avec d'autres étrangers. Il vient, il prend le marché, nous on perd. Quand on prend le secteur du BTP, FH prend tout. Parce que nos médias du BTP ne sont pas capables de se mettre ensemble pour faire face à FH. Moi, je suis choqué de voir que FH prend tous les marchés du BTP, alors que nous, on a des médias qui auraient pu prendre ça. C'est le cas dans tous les secteurs. L'autre aspect, c'est que quand on a un patron blanc, on dit c'est mon blanc, c'est un Français, on le respecte. Mais quand le patron est un Sénégalais, on dit oui, c'est un Sénégalais, je lui fais la guerre. Pourquoi voulez-vous faire la guerre à vos patrons? Pourquoi n'aimez-vous pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de vous? Quand on progresse, on prend l'escalier. On prend niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Être fier de ce qu'on a. S'aimer soi-même. Ne pas avoir de l'envie et de la haine par rapport aux autres. Parce que la vie est une roue qui tourne. Donc je vous incite les jeunes à aller rechercher du travail, à aller rechercher de l'expérience. Soyez sur le chemin. Si l'État vous aide, tant mieux. Si l'État ne vous aide pas, avancez. Quand vous poserez des questions à ceux qui ont le mieux réussi dans ce pays, ils ne vous diront pas que l'État les a aidés. C'est des gens qui n'ont jamais eu de bourse, qui n'ont jamais été aidés, qui sont battus tout seuls, quelquefois dans des conditions extrêmement difficiles, notamment, et qui ont réussi. Donc, battons-nous pour avancer, pour nous-mêmes d'abord, pour qu'on puisse avancer, ensuite pour le pays. Essayons de moins critiquer et de plus construire. Voilà, je vous remercie. Je voudrais vous dire vraiment, en tout cas, mon bonheur d'être avec vous, de vous connaître. Je suis très très fier des jeunes que je vois qui sont dans le domaine, que je vois vous, quand je vais à l'université de Saint-Louis, des jeunes comme le docteur Ba, le docteur Dem, etc. Birahim aussi, qui fait un excellent travail. Quand à l'université... Non, vraiment, il y a des jeunes qui émergent, qui ont une autre manière de voir, qui font des très très belles choses, dont je suis extrêmement fier. Nous sommes là, comme vos anciens, à vous encadrer, et nous sommes très très fiers aussi d'apprendre de vous, parce que nous apprenons aussi beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci doyen, vraiment merci quand même pour ce plaidoyer quand même. C'est un appel. Là, on voit sur nos commentaires, c'est le genre de débat que nous avons besoin. Merci à vous. Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment motivant quand même, parce que je pense que l'heure est aux questions assez sérieuses en fait, et non pas dans les débat assez futur. Et là, je pense qu'on a des, plus ou moins, en fait, on a des priorités ailleurs que vraiment sur des choses, sur des détails. En fait, parfois, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on est étonné. On se pose la question à savoir,
on a vraiment quel type de mentalité, nous autres Africains en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en fait des choses qui peuvent être utiles, des choses qui peuvent être bénéfiques à l'endroit de ceux qui nous suivent, mais malheureusement, en fait, c'est des trucs vraiment en fait qu'on ne peut même pas expliquer. C'est des insultes, c'est du n'importe quoi. Parfois même, c'est tellement polluant qu'on se dit tout simplement, est-ce que ça vaut la peine même qu'on se met quand même sur ces réseaux sociaux? Donc je pense que par rapport au plaidoyer du doyen, il est vraiment temps qu'on essaie quand même de redresser un peu la barre. Peut-être Khalifa, un mot de la fin. Oui, le doyen a parfaitement raison. Et véritablement, nous ne cesserons jamais de le remercier à travers ses conseils. Ces conseils très avisés et que tout jeune devrait prendre en compte pour s'améliorer, disons, améliorer ses comportements dans sa vie. Donc, on parlait de ce slogan-là, nouveau type de Sénégalais, mais je me demande exactement si c'est ce Sénégalais arrogant-là, excusez-moi du terme, c'est ce Sénégalais qui ne sait pas parler à autrui, qui ne cesse d'insulter dans les réseaux sociaux. Si c'est ça le nouveau type de Sénégalais, nous avons un problème. Et je pense que, comme il l'a dit, la meilleure des choses, c'est de tirer notamment les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si il avait de la haine envers ses semblables, vraiment entre ces deux mots-là, lorsqu'on lui jetait des pierres, je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, profitez de ces enseignements, profitez des conseils avisés, notamment des doyens, des maîtres, notamment pour vous permettre de vous améliorer davantage. Voilà, donc ça a été un plaisir véritablement de voir en face mon ami, mon frère Amassigna. Merci à Allah Bamba qui m'a donné cette occasion. Donc peut-être que nous aurons le temps d'élargir davantage sur ce même thème, parce que c'est très vaste. Il fait partie aussi de ceux qui sont en train de révolutionner la Sénélec. Parce qu'on a remarqué, la Sénélec aujourd'hui est truffée de jeunes. C'est l'une des rares entreprises qui débauche au niveau de la Sonatel, pour vous dire. Donc aujourd'hui, la Sonatel est en train de faire des choses la Sénélec est en train de faire des choses extraordinaires, et je crois que c'est lui qui est justement au niveau commercial avec d'autres. Non, je voulais vous féliciter parce que quand quelqu'un fait des progrès, il faut le dire. Moi, je voudrais vous encourager. Vous êtes en train de faire un très très bon job. J'en sais un peu, pas beaucoup. Je vois tout ce que vous faites en amont et en aval. Le travail sur les réseaux sociaux, la réponse aux clients, cette politesse-là envers quelquefois des clients qui font des postes tellement impolis, mais ils les traitent de manière très polie, etc. Je vous encourage et je voudrais que ça fasse tâche d'huile sur l'ensemble des autres entreprises. Merci encore, Brian. Vraiment, c'est un plaisir. Et nous remercions quand même les auditeurs quand même de Atlantic FM, mais aussi tous nos followers du Marketing TV. On a vu les Dabo Koulibaly, Mohamed, Aïssatou Bopounas, qui remercie aussi le doyen Bouchaba, le doyen de tout à l'heure. Et tout le monde, vraiment, on ne peut même pas citer. Vous avez été nombreux à nous suivre, malgré quand même cette heure plus ou moins assez tardive, 21h, 22h presque. Pendant plus d'une heure, vous êtes là, à nous suivre quand même. Merci encore. Merci et on se donne rendez-vous peut-être les jours à venir. Donc là, Bamba nous annonce que peut-être que prochainement il y aura le professeur Dabo Koulibaly qui sera au rendez-vous. Éventuellement, peut-être il y aura Aboubakar Sadek Ndiaye. On aura un de ces quatre. Il faut qu'il vous donne d'abord cette histoire de paella, le thé et le café. Oui, le paella d'abord. Sinon, il ne vient pas. C'est ça, Aboubakar, à une seule condition, le paella, le café et le thé. En Ndogu, comme maintenant on entre dans le ramadan. C'est parfait. En Ndogu, on n'est pas ici. C'est impossible, en Ndogu. Oui, en Ndogu. On se réunit. Sinon, il n'apparaît pas. C'est parfait. Donc, Aboubakar, on attend les éléments là pour le Ndogu. Et merci encore à tous. Merci à tous. Et on vous dit très bonne fin de soirée. Merci. À très bientôt. Bon week-end. Merci à tout le monde. Merci. Merci les gars. Merci. Je suis très heureux. C'est une très très belle.